Bonjour à tous et merci de participer à ce 4e webinaire d'OPO. Je vais commencer par me présenter. Je suis Antoine Toupin, je suis associé chez OPO et je vais être assisté de Frédéric Sandéi, ainsi que de 2 autres personnes, Roland Julière et Bruno Fauché, qui s'affichent à l'écran normalement. Voilà. Alors, je l'ai dit, c'est le 4e webinaire d'OPO. Je vais y revenir dans quelques secondes, mais le prochain webinaire, mercredi prochain, sera organisé autour de la problématique globale du rebond d'un site industriel. Et donc, on va ensemble faire une petite incartade dans le monde du développement produit après quelques webinaires consacrés plutôt au manufacturing et à la supply chain. Ça va se structurer de la manière suivante. Je vais présenter pendant 25 minutes, ensuite on fera une petite séance de questions-réponses. Je reviendrai à la présentation pour conclure autour d'un 2e jeu de questions-réponses. Et puis on ouvrira sur la suite des webinaires. La structure, pour ceux qui ont déjà assisté à nos précédents webinaires, est inchangée. On va essayer de dresser un bilan du contexte et des enjeux autour de la problématique du développement agile. Ensuite, on passera à l'essentiel de la présentation sur l'approche et les leviers pour conclure sur les facteurs clés de succès. Alors, le contexte. Le contexte d'avant la crise, c'était déjà une préoccupation forte, au moins dans le B2C, autour des phénomènes de dématérialisation de l'acte d'achat, de foisonnement de l'offre, d'éclatement de la demande et de raccourcissement des cycles de vie. Avec comme conséquence le fait que le besoin client pouvait être difficile à décrypter et donc à anticiper pour développer des produits qui correspondent bien à ces besoins. Dans le même temps, on avait un phénomène de mondialisation, entre guillemets, qui a complexifié le processus, puisqu'on avait des acteurs du développement qui se retrouvaient à des endroits assez éloignés du globe ou du pays. Phénomène qui pourrait être un petit peu contrecarré par la sortie du confinement, avec l'idée d'une relocalisation des fonctions, mais c'est pas certain, puisque finalement, là, on va parler de fonctions qui collaborent intellectuellement, mais qui gèrent très peu de flux physiques. Qu'est-ce que la crise a changé? L'enquête qu'on vous a déjà présentée lors des précédents webinaires avait montré que dans les préoccupations des industriels en cette période tourmentée, c'était les finances bien sûr, mais aussi leur capacité à proposer une offre qui corresponde bien à la demande du consommateur et à gérer leurs projets de manière aussi agile que possible. Alors il y a pas mal de débats en ce moment autour de la compréhension qu'on a de l'évolution de l'offre et la demande. Il y en a qui pensent que la crise ne va pas changer le comportement des consommateurs. Des débats qui ont cours sur l'orientation de la consommation. Est-ce qu'on va privilégier des produits plus durables, moins chers, se concentrer sur les bestes? Bref, en fait, personne ne sait. Et du coup, l'implication, c'est que pour les top managers, il y a une préoccupation majeure, c'est de savoir positionner ou repositionner son offre produit au mieux. Et donc, puisque finalement l'efficacité de cette stratégie ou ce repositionnement est incertain, le 2e sujet, c'est faire en sorte qu'on soit agile dans la déclinaison de la stratégie pour pouvoir revenir en arrière, modifier, s'adapter à l'évolution du contexte, qui, je l'ai dit, est très incertain. Alors, je voudrais ouvrir sur le prochain webinaire. On vous proposera un éclairage mercredi prochain sur les techniques de révision de sa stratégie au sens large, dont la stratégie produit et une éventuelle diversification. L'objet des pages qui suivent, c'est plutôt l'aspect opérationnel, déclinaison de la stratégie produit, depuis l'intention marketing initiale jusqu'à la mise sur le marché, pour lancer de manière agile, rapide et collaborative la concrétisation de ce que les gens du marketing, du produit ou du top management en général auront imaginé. Ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que l'agilité doit pas avoir de coût, puisque si on va plus vite pour lancer un produit, mais qu'on y consacre plus d'argent, évidemment, on perd un peu par rapport à l'objectif de départ. La crise n'a pas eu que des effets négatifs, puisqu'on l'avait déjà dit, je crois, mais le confinement, ça a par ailleurs révélé finalement tout le potentiel du digital.
On a résumé ici en quelques chiffres les bons spectaculaires d'audience de ceux qui s'avèrent les grands gagnants finalement du confinement, en France comme partout dans le monde. Slack, Teams, Zoom, qui sont des outils de collaboration à distance. Les clients qu'on a interrogés nous ont dit le confinement, ça a été aussi un révélateur du fait qu'on n'avait pas exploité à fond le digital et qu'il y avait des manières de travailler qu'il fallait probablement réinventer à cette occasion. Alors si je consolide un petit peu tous ces éléments, le besoin renforcé d'agilité dans le développement de l'offre et le potentiel du digital, finalement, je peux brosser finalement le principe qui va nous guider dans les minutes qui suivent. C'est celui d'une approche qui mêle trois leviers. On a illustré ici le cheminement d'une décision ou d'un livrable dans une organisation non agile, ou en tout cas une organisation qui est agile quand elle est petite et moins agile quand elle croît et quand elle implique de plus en plus de fonctions. Finalement, à gauche et au milieu, vous voyez un mode guichet au sens séquence de tâches et d'interactions qui génère un délai de prise de décision rallongé. Et à droite, une vision cible qui nous permet de suggérer trois leviers pour répondre à ce besoin d'agilité. Le premier, c'est un processus structuré avec une parallélisation des tâches, une synchronisation des tâches également. Le deuxième, c'est pour garantir la bonne exécution de cette séquence parallélisée, un système de pilotage avec des rituels hyper fréquents. C'est la notion de boucle courte à laquelle on pense souvent quand on parle d'agilité. Et le troisième levier, c'est le levier digital déjà évoqué, qui va rendre possible les deux premiers. Alors, à ce stade, il y a une idée forte qui se dégage, c'est que finalement, la structuration, la standardisation, l'organisation sont pas incompatibles de l'agilité. Au contraire, notre conviction, c'est que finalement, l'agilité, ça passe d'abord par la standardisation et la structuration. C'est d'ailleurs une des leçons du manifeste agile émis par les Américains de la Silicon Valley. Alors, à ce stade, on n'a pas expliqué comment s'articuler entre ces trois leviers. C'est l'objet de la partie qui suit. L'approche, donc, premier levier, un processus de développement jalonné, mais qui soit sans rupture et raccourci pour limiter le time to market et qui prenne en compte les prémices de la réflexion autour du produit, l'intention marketing initiale, quelque part. Ce qui est important dans ce levier, c'est de garantir la fluidité d'interaction entre des fonctions entre des fonctions qui ne sont pas toujours connectées de manière rapprochée. Le deuxième levier, il concerne le pilotage proprement dit. C'est la manière dont on va battre la mesure et garantir l'exécution du processus que j'ai cité juste avant. L'un des bénéfices de la boucle courte, on va y revenir, c'est aussi de forcer les équipes à pivoter quand il y a un changement de stratégie, un retournement de marché, et donc à l'intérieur du vecteur projet, de pouvoir se retourner et s'adapter à les évolutions de contexte. Le troisième levier, c'est la digitalisation, qui va permettre de collaborer de manière efficace, donc qui influence le levier 2, mais qui va aussi favoriser un processus de développement qui soit rapide, premièrement, et puis deuxièmement, collaboratif et centré sur la donnée. Peut-être qu'une des définitions de l'agilité, finalement, c'est ça, c'est la vélocité du collaboratif. On va double-cliquer sur chacune de ces boîtes, en commençant par l'aspect processus de développement. On a bien sûr des contextes qui sont variables d'une entreprise à l'autre, en fonction de sa maturité dans la standardisation, en fonction de ses complexités techniques. Donc, ce qu'on vous propose ici, finalement, c'est une vision fictive. C'est la recomposition à partir de notre expérience de transformation d'une sorte de worst case de ce qui peut se passer en termes de processus de développement. Vous voyez trois principaux problèmes. Le premier, c'est un mode guichet, on l'a évoqué tout à l'heure, à l'échelle macro du projet, depuis l'intention produit initiale, déclinée de la stratégie produit,
jusqu'au lancement en production. Ce mode guichet se caractérise par finalement des fonctions qui s'attendent d'une phase à l'autre, un mode très séquentiel et des relations qui sont non pas collaboratives, mais plutôt orientées vers un fonctionnement client-fournisseur. Le deuxième problème qu'on a pu constater, c'est en amont de ce qu'on a appelé ici le J0, c'est-à-dire l'engagement des budgets et le lancement des travaux plus techniques, un processus qui n'est pas jalonné, qui n'est pas structuré. Ce qui a pour conséquence de déporter en phase aval les interactions et les réflexions autour de la définition des exigences, la construction du set d'objectifs. Le troisième problème, c'est le problème du mode guichet déjà évoqué, mais à l'intérieur de la partie purement exécutoire du processus de développement. Là, l'objectif, ça va être d'optimiser le processus pour en raccourcir le temps de passage et favoriser la qualité des livrables et des activités. Les trois sous-leviers donc du levier processus de développement vont répondre à ces trois problèmes majeurs. Le premier, il consistera essentiellement à décrire, standardiser la manière dont les équipes interagissent en amont du J0. Le deuxième va consister à optimiser un processus qui bien souvent existe, qui est déjà décrit. Et le troisième levier, eh c'est le levier qui architecture l'ensemble, qui fait le lien entre l'amont et l'aval, et qui consiste à finalement sortir d'un mode hiérarchique pour collaborer autour de livrables techniques, forcer la collaboration autour du contenu, des activités et du livrable, des fonctions marketing, éventuellement commerce, distribution, production, technique, et puis pilotage projet, bien sûr. On va y revenir dans les pages qui suivent. Là, vous avez un exemple qui illustre ce que peut être un processus macro de jalonnement en amont du J0. Finalement, il s'agit d'organiser la convergence entre une idée, un concept, et un set d'objectifs qui sera utilisé pour piloter le projet en aval. Les trois fonctions qui sont citées ici ont des choses à se dire. C'est pas toujours intuitif, mais lorsque le marketing émet des idées de produits dans le cadre d'une collection avec un client particulier, un profil en tête, bien souvent il peut y avoir des idées de faisabilité technique qui vont potentiellement influencer et ajuster les idées initiales. Donc là, vous voyez ce que peut donner l'organisation, les interactions entre les différentes fonctions. Ça répondait, dans l'exemple que je vous montre, qui est tiré du secteur du luxe, à un phénomène de foisonnement de scénarios en aval, dans la phase exécutoire, qui était contre-productif puisqu'il générait du retravail, du stress, des interactions parfois un petit peu compliquées entre les différentes fonctions, et puis finalement une concentration des décisions, l'engagement des investissements d'outillage pour la série, qui nuisait finalement à la fluidité du projet. C'était le premier sous-levier. Le deuxième, c'est l'exercice clé qui a contribué à la production de la page que vous voyez là. C'est un exercice d'analyse a posteriori qui consiste à réunir les acteurs du développement dans des ateliers participatifs qu'on va cibler sur des projets réalisés, récents si possible, pour essayer de dégager les pistes d'optimisation du processus. Alors, autant dans la partie précédente, il s'agit essentiellement de designer pour ensuite coacher les interactions amont, autant ici, il y a un travail d'ingénierie, en fait, d'ingénierie de l'ingénierie qui doit être mis en œuvre pour essayer de dégager les pistes d'amélioration. Le focus principal, c'est les flux, c'est le temps de passage. Les idées d'optimisation qu'on pourrait avoir à travers cet exercice qui concernent, un, le pilotage, et puis deux, les gaspillages et l'efficience, sont quand même de second ordre. On verra plus tard comment on les travaille. Mais en termes de temps de passage et de flux, finalement, il y a cinq focus de l'exercice. C'est déjà qualifier et améliorer la pertinence du jalonnement. À quel moment dans le processus les jalons sont calés? Qu'est-ce qu'on dit dans ces jalons? Est-ce qu'on est sur du fait pas fait ou est-ce qu'on rentre dans le détail
des techniques, des livrables, des activités. Est-ce qu'on prend des décisions qui sont vraiment focalisées sur le produit? Le deuxième levier, c'est l'adaptation du processus aux spécificités du produit. Il peut arriver qu'on nous dise finalement chaque projet est différent, chaque produit est différent. On peut aussi nous dire le processus il est monobloc, c'est le même dans tous les cas pour une entreprise donnée, alors qu'en fait suivant les caractéristiques du produit, l'enjeu commercial, le degré de nouveauté de ce qu'on veut lancer sur le marché, finalement on peut peut-être définir plusieurs schémas avec des time to market qui sont différents. On montrera un exemple juste après. Le troisième levier, c'est le fait de figer au plus tard des exigences. Au plus tard on fiche d'exigences, au plus on se rapproche de l'échéance commerciale pour définir telle ou telle caractéristique du produit. Et puis, au plus on limite le retravail lié au fait de brasser sans cesse des exigences changeantes. Le quatrième levier, c'est celui de la parisation des tâches et de la synchronisation des livrables qu'on avait illustré en décrivant le parcours d'une décision dans une organisation. Et le dernier, il a trait à l'allocation dynamique des ressources et à la gestion des compétences. En clair, dans certaines organisations, on peut trouver des modes de fonctionnement qui vont générer de l'attente, mais à l'échelle du projet dans son ensemble, hein, puisqu'on aura du mal à mobiliser les bonnes ressources, les bonnes compétences sur le bon livrable au bon moment. Donc, les questions vers lesquelles ouvre cet item, c'est des questions de gestion de charge capacité, de gestion de compétences rares au sein des métiers. Voilà, ça c'est les 5 grandes pistes. Et vous avez ici un exemple d'une de ces pistes, c'est l'exemple de la déclinaison des schémas. Alors dans l'exemple ici présenté, on n'a pas pris en compte les enjeux commerciaux dans la déclinaison des schémas, et on voit que fonction de la famille produit, fonction de degré de nouveauté de ce qu'on est en train de développer, finalement, on aura des temps de passage différents, un nombre de phases différents au sein du processus aval. Troisième sous-levier pour la partie processus de développement, c'est la mise en place, si elle n'existe pas déjà, de revues qualité ou relecture de livrables, ça dépend des termes, ça dépend de l'entreprise, qui sont focalisés sur la gestion des exigences et qui finalement structurent le processus de bout en bout, en amont des jalons. À la différence du jalon, on est sur des revues qui ne mobilisent pas nécessairement l'ensemble des fonctions, mais qui vont permettre de progressivement gagner en maturité sur les livrables techniques ou produits. Alors, en termes de techniques de transformation, le point peut-être le plus délicat de ce levier, c'est pas tant la standardisation, c'est pas tant le fait de designer des revues de manière collaborative au travers d'ateliers participatifs, c'est plutôt dans l'exécution que d'expérience, il faut mettre de l'énergie. Puisque finalement, dans ce type de revue, le point clé, c'est l'état d'esprit. On passe au deuxième levier, celui qui nous vient à l'esprit quand on parle d'agilité, c'est celui des boucles courtes. On vous présente ici une macro-séquence tirée de notre expérience, macro-séquence qui permet de mettre en place un pilotage réactif du processus qu'on vient de décrire. Alors la première étape, c'est celle qui consiste à fixer l'ambition, à être très clair sur les bénéfices de ces boucles courtes, pour pouvoir communiquer, et ensuite tester d'après une approche qu'on veut quand même essentiellement bottom-up, les boucles courtes en question sur des projets pilotes. Ces projets pilotes, il faudra les sélectionner avec attention. La colocalisation est un bon critère puisque pour l'instant, en tout cas, on n'a pas parlé de collaboration à distance. Et autour de ces tests pilotes, on va, c'est les étapes qui suivent, approfondir le travail autour de la structure de pilotage globale en lien avec l'organisation, et puis rentrer dans le détail des pratiques et des standards métiers au sens large. Par exemple, les pratiques de planification projet, par exemple, la manière dont le métier gère l'adéquation charge-capacité que j'ai cité tout à l'heure,
Et puis, last but not least, les standards techniques et de productivité des métiers qui contribuent à définir, concevoir, fabriquer le produit. Alors, ces deux leviers, le levier C et le levier D, finalement, on aura du mal à en définir le contenu au lancement de la démarche. Puisque c'est à travers les boucles courtes et le deep dive qu'on fait en suivant quelques projets qu'on va trouver les bonnes pistes d'optimisation, non seulement en termes de vélocité, de temps de passage, mais aussi en termes de productivité et d'efficience, puisqu'on l'a dit, finalement, l'agilité ne doit pas représenter un surcoût pour l'entreprise. Alors, on va double-cliquer sur chacune de ces boîtes. Les bénéfices de la démarche. Si on n'en est pas convaincu au départ, il y a peu de chances que ça fonctionne. On l'illustre ici en représentant un projet entre deux jalons. Finalement, le bénéfice, c'est celui d'une exécution du projet au plus près des objectifs qui ont été fixés. Exemple avec le coût, exemple avec le délai. Ce qu'on n'illustre pas ici, c'est la capacité, à travers ces boucles courtes, qu'on a modélisé ici comme étant hebdomadaire par rapport à un processus historique qui était plutôt mensuel. C'est que ces boucles courtes, donc, elles peuvent facilement conduire à des changements d'orientation du projet. L'agilité, c'est aussi les capacités à pivoter, en fait, quand le set d'objectifs en lui-même est devenu caduc parce que le marché a évolué ou parce qu'il y a une idée formidable qui a été émise par les gens du marketing. L'étape, on va dire, de communication et d'alignement passée, on rentre dans la partie plutôt exécutoire de ce levier boucle courte, avec des choses que vous reconnaissez comme étant des classiques finalement du lean management. C'est les tableaux de bord projet qui vont structurer les boucles courtes en question autour de quelques grandes catégories d'items, des KPI ou des objectifs avec un planning d'activité éventuellement ressourcé, un suivi des coûts et du budget, et puis des indicateurs ou des éléments de contenu liés à la maturité produit et à la qualité de ce qu'on développe. Un point central, l'allocation et le suivi dynamique des tâches. Dans un planning d'activité, on ne peut pas tout prévoir. Et il arrive fréquemment que dans ces boucles courtes, on doive finalement se réallouer des tâches pour recoller à la trajectoire, pour se redistribuer la charge et puis pour résoudre certains problèmes. C'est le dernier volet, c'est le volet résolution de problèmes qui consiste à deep diver sur les écarts de performance qu'on aura mesurés pour finalement à court terme, améliorer les livrables qui sont en train d'être travaillés, et puis à long terme, standardiser. Alors, une fois ces boucles courtes pilotes engagées, le gros du travail reste à mener, puisque finalement, ça va vous ouvrir sur des pistes d'amélioration du système de pilotage dans sa globalité. On a résumé ici finalement tous les sujets potentiels qu'il va s'agir de travailler en lien avec les observations qu'on mènera dans le cadre des boucles agiles. Il y a trois grandes catégories. Il y a tout ce qui a trait à la structure de pilotage en elle-même, en lien avec l'organisation. Je prends l'exemple des rôles et responsabilités. Il y a le volet état d'esprit qui là aussi est très important. Dans quelle mesure la culture favorise la création de standards, l'agilité. Et puis le troisième volet, c'est celui des outils et des pratiques. Alors en fait, ce que ça indique, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, mais il est quasiment impossible de savoir au lancement de la démarche quels sont les sujets qu'on va creuser. En conséquence, il faut imaginer que vous ne traiterez pas la totalité de tout ça, mais vous aurez à piocher dans ces items pour essayer de définir quelle est la prochaine marche qu'il va falloir franchir pour améliorer le système de pilotage. Les boucles, elles nourrissent aussi le travail de transformation et d'amélioration sur les livrables métiers. L'objectif, il est là aussi double, c'est la vélocité, mais c'est aussi la productivité. Les deux exemples que je vous montre sont assez parlants, j'espère. Le premier, en fait, c'est un exemple
standardisation d'un livrable documentaire qui était produit en début de projet, mis à jour, dupliqué, rediffusé aux clients dans le cadre d'un projet B2B et qui finalement pouvait être simplifié, standardisé en définissant qu'est-ce qui est toujours inscrit dans le livrable, qu'est-ce qui varie en fonction du projet et qu'est-ce qui est ultra spécifique par opposition à ce qui est superflu et qu'on n'a pas besoin de rédiger. Donc derrière ça, vous avez évidemment une notion de productivité métier. Les concepteurs passaient pas mal de temps à rédiger from scratch des documents qui étaient finalement assez semblables les uns avec les autres. Le deuxième outil, c'est un outil de dimensionnement d'un composant. On voit que ces deux exemples sont porteurs de productivité et puis contribuent aussi à la qualité des livrables. Alors, ce que ces deux exemples ne montrent pas, en revanche, finalement, c'est la modernité des outils qu'on peut être amené à mettre en place dans le cadre d'une démarche globale d'amélioration du développement, puisque vous avez un Word à gauche, un Excel à droite. En fait, ça ouvre plein de pistes pour l'amélioration des pratiques, parce qu'on peut imaginer des standards qui, comme dans le monde de la production d'ailleurs, peuvent être un peu plus modernes, entre guillemets. Je pense à un Loom, je pense à des bases de données qui vous permettent de collecter directement des frameworks via des mots-clés et puis des serveurs partagés. Ça fait la jonction avec le troisième grand levier qu'on se proposait de décrire, qui est le levier digital. Mais il est 10h27, donc je vous propose de faire une petite pause autour des questions et des réponses que vous avez pu émettre. Frédéric, est-ce que tu veux prendre la suite? Oui, du coup, il y a peu de questions. On vous invite à en poser plus. Il y a eu une première question autour de l'impact finalement de ce type de méthodo sur deux métriques. La première qui serait le time to market, le temps de cycle de développement produit, et la deuxième sur le nombre de développements qu'on serait potentiellement capable de faire en plus. J'ai apporté un premier élément de réponse. Antoine, n'hésite pas à compléter. Nous, ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y a un gain assez significatif sur le time to market qui peut être nous, on a expérimenté du 20%, mais ça peut être entre 15-30%, parfois même plus, suivant à quel point le processus initial était optimisé, parallélisé. Mais qu'au-delà de ce gain, il y a un impact aussi qui est assez fort en termes de maturité, c'est-à-dire plus on a un processus de développement qui est robuste, plus qu'on va mettre en production est mature. Et du coup, plus le ramp-up en production pour arriver à produire avec la bonne productivité, la bonne qualité, plus il sera rapide. Donc, au-delà de l'impact sur le time to market, il y a aussi un impact en termes de productivité en prod et aussi côté industrialisation qui peut être très fort. Après, sur le gain d'efficience autour des équipes de développement et donc sur la capacité à développer plus de produits, ça peut être assez fort. Le problème, c'est que c'est souvent très dur à mesurer parce qu'on peut faire 10 produits en plus. Il suffit que ça soit des produits simples et puis que on ait fait 2 produits compliqués en moins. Les métriques sont très compliquées pour mesurer l'efficience en production. Cela dit, si on part plutôt des gaspillages, la non-collaboration ou la faible collaboration en amont entre les fonctions de marketing et de développement, comme le disait Antoine, ça génère beaucoup de retravail. Et ce retravail en aval dans le développement, c'est la plus grosse source de non-performance ou de gaspillage qui peut aller entre 30-40% et parfois on a même vu du 50%. Donc travailler ce processus, ça veut forcément dire capturer ces gaspillages et une façon de les réinvestir, ça peut être de les réinvestir en faisant plus de développement. Maintenant, on ne s'aventurerait pas à avoir une métrique assez forte là-dessus parce que c'est quand même difficile à mesurer. Je ne sais pas si tu veux compléter, Antoine. Non, ça me va parfaitement. Je crois qu'il y a une autre question. Oui, que du coup, j'ai pas eu le temps de. Alors, une autre question autour de la relocalisation de la production ont-elles un écho sur la relocalisation des processus de développement? Autrement dit, relocaliser est-il un levier pour les développements produits? Quel avantage, challenge à anticiper?
Je dirais que oui, la relocalisation du développement au plus près de la production, c'est un avantage. C'est que les interactions ont peut-être moins besoin d'être standardisées quand elles sont effectuées en mode présentiel. Et donc, quand vous relocalisez vos fonctions produits, développement au plus près de la production, vous facilitez finalement l'agilité globale de l'organisation. Après, je suis pas certain que ce soit possible dans beaucoup de cas. En dehors du cas, finalement, on a une entreprise monosite de fabrication. Il y a probablement toujours une fonction qui sera déportée. Ouais. Je peux peut-être apporter un complément et puis Bruno, n'hésite pas aussi à compléter. Je pense qu'il y a pas de recette miracle en fait, hein, sur où effectivement plus on est proche, plus l'agilité, la communication est fluide, plus on évite finalement le côté très guichet dont parlait Antoine, qui génère du retravail. Cela dit, toutes les boîtes industrielles qui ont une partie conception forte, BE, à commencer par l'automobile, ont testé plein d'organisations. Il n'y en a aucune qui sont miracles, hein. C'est-à-dire, est-ce qu'on rapproche au maximum le développement de la production? Est-ce que finalement, il y a un intérêt à le laisser plus en centrale, plus proche du marketing, plus proche des marchés? Tous les curseurs sont possibles, à dépendre bien entendu du contexte. Et une réponse à apporter aussi, c'est que si on n'a pas la capacité à relocaliser pour améliorer la fluidité, parce qu'il y a des enjeux business autres, hein, qui peuvent être du footprint, du coût, qui peuvent être de la proximité avec ces marchés, la solution, c'est quand même d'être très, très performant sur le pilotage et le fait de compenser un manque de colocalisation par une fluidité dans le pilotage et dans une robustesse en termes de processus de développement. Je ne sais pas si tu as des éléments, Bruno, là-dessus. Oui, bonjour, c'est Bruno. Pardon, non, rien de particulier. En fait, je pense qu'il y a juste une chose qui est importante, et peut-être on en parlera tout à l'heure quand Antoine va aborder la question des outils, et notamment des outils de collaboration en distanciel, etc. C'est que même si on relocalise le développement et une partie de la production, et on voit très bien que cette question de la relocalisation, aujourd'hui, elle est très politique, et il y aura certainement des relocalisations, mais on ne sait pas encore très bien quel sera leur degré et de quelle manière elles se feront, parce que ça pose des tas de questions de compétitivité, de reconstruction de capacité, etc. Mais même si on relocalise, assez souvent ce qu'on voit, et moi je le vois dans l'industrie du luxe, hein, où globalement souvent la production est locale, le développement est évidemment local. En fait, les gens ne sont pas dans les mêmes endroits. Ils sont pas aux quatre coins de la planète, mais ils sont pas dans le même bureau. Souvent, la production est en province, en France, le développement est à Paris, et donc, de toute façon, ce qu'on voit se passer et ce qu'on explique sur la capacité à gérer de manière agile des équipes qui sont localisées dans différents endroits, je pense, reste vrai que ces équipes soient dispersées sur la planète ou qu'elles soient dispersées sur un territoire plus petit. Ok, merci Bruno. Il y a une question qui est intéressante, c'est quelle différence, apport complémentaire avec les méthodes agiles? Je vais laisser Renan conclure, mais je vais donner un premier élément de réponse. Les méthodes agiles que j'ai très vaguement citées au tout début, elles sont nées dans le monde du software de ma part, et donc c'est une forme très pure de ce qu'on présente là, puisque c'est des méthodes qui vont finalement structurer les interactions entre des ressources qui sont quand même infiniment élastique, puisque dans le monde du software, ce qui fait le chemin critique, finalement, vu de l'extérieur, parce que j'en suis pas, mais c'est quand même l'efficacité et la collaboration entre des ressources humaines. Dans l'approche qu'on décrit là, on ne considère pas nécessairement que le processus de développement il est uniquement porté par des processus humains. Il y a des choses dans un processus de développement industriel qui sont incompressibles, comme un délai de transport d'un moule entre un pays et un autre. Et donc, on ne propose pas une version complète de la méthode agile décrite par le manifeste, parce qu'on pense que c'est quand même assez spécifique au monde du software. Après, les ingrédients sont les mêmes, hein.
les boucles courtes, la standardisation très très poussée des modes de fonctionnement et pas seulement des livrables techniques. Tout ça, c'est quand même dans les grandes leçons des méthodes agiles. Ronan, est-ce que tu veux compléter? Oui, avec plaisir. En effet, c'est différent. Et il y avait aussi une excellente question de Marie Graal, Oui. qui disait qu'il serait intéressant de définir l'agilité. Quand on regarde et qu'on fait un tout petit peu d'histoire, le Agile Manifesto, il a été créé par des software developers quand on avait en gros ras-le-bol d'avoir 200 pages de cahier des charges sur un truc qui n'avait jamais été testé avec des utilisateurs. Et ils ont dit, on va faire des petites boucles d'itération et on va essayer de réduire le périmètre fonctionnel pour itérer plus facilement. Donc, comme tu l'as dit, ça vient du monde du software. Après, il y a beaucoup de principes qui restent les mêmes, à savoir des boucles d'itération. Aussi la création de standards, c'est-à-dire que quelque chose qu'on ne voit pas forcément dans les toutes petites organisations software, mais qui est très vrai à des niveaux plus hauts, qui est que les standards, là, la page sur laquelle on est, les standards, c'est des standards de développement. Et les standards de développement au niveau du code sont les mêmes. C'est-à-dire que quelqu'un qui va travailler, par exemple, en microservice va réutiliser des blocs de code d'un software à l'autre, ce qui est de facto un standard, on va dire, opérationnel. Et quant au standard de management, il y en a aussi. Pour la définition de l'agilité, celle qui avait été prise justement par les gens qui ont dit le Agile Manifesto, en fait, c'est la capacité à allier efficacité avec se laisser des opportunités de faire face aux écarts et de faire face à tout imprévu. Et en effet, en fait, on voit d'une manière générale dans le hardware arriver des principes qui viennent du Agile Manifesto. Après, les différences que tu les as soulignées, Antoine. Tout à fait. Si je peux juste compléter en reprenant aussi la dernière question, du coup, qui est finalement comment gère-t-on le besoin de créativité? Est-ce qu'il n'y a pas un risque à rendre le développement plus efficient en délai, mais avoir créé une rupture en amont? Je pense qu'aussi on peut apporter une réponse à ce qu'on appelle l'agilité via cette question. Finalement, l'idée n'est pas de rigidifier un processus efficient, c'est d'avoir une structure, un standard, comme le disait Ronan, qui permet, parce qu'on est agile en termes de pilotage, c'est-à-dire de boucles de résolution de problèmes, de compréhension des écarts, d'être capable de résoudre vite les problèmes, de les mettre en plan d'action et de les exécuter en équipe, sans silo, dès l'expression du besoin marketing et ce jusqu'en production. L'agilité, elle est là. Et finalement, c'est ce qui permettra le plus à l'amont d'exprimer sa créativité, parce que s'il travaille en silo et que derrière, par la pression du time to market, le développement tue des idées pour des raisons de non-faisabilité technique, c'est beaucoup moins riche en créativité que si on est capable de les associer au plus tôt dans la génération d'idées, dans le brief marketing, pour être finalement en co-lead de la phase amont et pas simplement en guichet de réception au niveau du J0 où il est déjà beaucoup trop tard pour itérer. Donc l'agilité, elle est vraiment dans la capacité à faire des boucles courtes, à réagir aux écarts. Et ça va plutôt dans le sens de permettre plus d'innovation en fait et plus de créativité. C'est pour ça que quand j'ai tenté une définition de l'agilité en introduction, j'ai parlé de vélocité et de collaboration au sens strict. Collaborer, ça veut dire travailler avec. Et donc, c'est le fait de bosser ensemble sur une même idée, un même livrable. Et une dernière, peut-être, je me permets de rebondir parce que c'est quelque chose de très vrai. Et merci la franchise, Marie, parce que la connotation virez vos chefs qu'on a aussi dans les équipes agiles software, je dirais plutôt, en fait, il y a une remise en cause du leadership dans ces organisations. C'est-à-dire que là où avant, le leadership, quand il n'y a pas de standard de réaction, quand il n'y a pas de standard de quels sont les processus managériaux et quand il n'y a même pas de standard opérationnel, on s'attend à ce que le chef fasse tout. Et on s'attend à ce que le leader, en fait, ait réponse à tout, arbitre techniquement, puisse créer des choses. Ce à quoi on s'attend dans une équipe de plus en plus agile, c'est de dire, en fait, il y a des standards de réaction, d'utilisation qui permettent aux équipes de prendre le pouvoir, en effet, sur certains process et de ne pas avoir besoin de faire appel à des bottlenecks décisionnels dans leur processus de décision. Par contre, ce qui est moins vu, c'est que le chef, le leader, il a aussi un rôle encore plus important qui est d'améliorer le processus, de challenger les standards, de permettre des choses et de permettre de tirer la performance vers le haut. Et donc, c'est un vrai changement
de positionnement du chef. Et je vous rassure tout de suite, dans des équipes agiles, j'en ai mené, j'en mène en ce moment, il y a un vrai rôle de leader qui doit être assez expertisé et qui doit être assez transversal et assez fort pour pouvoir challenger les standards. Mais en effet, c'est un rôle qui est très différent et généralement, un peu malheureusement, c'est les leaders les plus techniques qui ont du mal à changer de positionnement. Écoutez, ça fait la transition avec le troisième levier. Alors, le troisième levier, c'est le digital. On l'a dit tout à l'heure, le digital, il a été vu au début comme un facilitateur des deux précédents leviers. On va voir qu'il va un petit peu plus loin. On va vous présenter les écueils d'une organisation qui ne serait pas équipée avec les bons outils. Sur le volet processus de développement, finalement, l'écueil majeur, c'est la non-qualité ou la sous-productivité. Quand on n'a pas la bonne donnée au bon moment, on a du mal à produire le livrable attendu et on perd du temps. Le deuxième écueil, c'est celui qui porte sur la capacité d'équipe éventuellement distante de travailler ensemble autour de boucles courtes et à centrer les discussions sur du factuel. Une mesure de performance comme un retard en nombre de semaines sur le processus tel que planifié au départ, des données sur le produit dont on discute sans jamais le voir. Tout ça, c'est le digital qui va nous permettre d'améliorer les fonctionnements. En termes de travaux, de démarches, d'approche, finalement, la réponse au premier point sur le processus de développement, c'est des travaux de refonte en profondeur de l'architecture de données et de l'architecture d'outils. On va y revenir. Et ce travail assez conséquent qui peut impliquer non seulement la création de passerelles, mais aussi l'achat ou le développement de solutions spécifiques, c'est également le prérequis de la réponse sur l'axe boucle courte. Puisque pour avoir un pilotage optimal à travers le digital de ces boucles courtes, on va voir qu'il y a finalement nécessité d'avoir structuré les données pour manipuler les bonnes données au bon moment avec les bonnes personnes. La cible, du coup, c'est la négation des écueils que j'ai listés, mais c'est pas uniquement ça. Renan a parlé de standards là, à l'instant. Finalement, la data, c'est un superbe vecteur pour la standardisation des pratiques métiers. Autour des données qu'on aura préalablement structurées, qu'on aura discutées dans les boucles courtes, on va finalement apprendre sur ses propres faiblesses, ses propres forces. On va améliorer les standards qu'on aura préalablement draftés en incluant des données chiffrées, des données factuelles. Voilà. Alors, on va double-cliquer sur les 4 petites boîtes à gauche. Ici, vous avez une illustration réelle de 3 heures de temps passé par un ingénieur études pour produire des livrables. Globalement, je vais un petit peu accélérer parce qu'il nous reste peu de temps, mais globalement, indépendamment de ses compétences qui étaient par ailleurs excellentes, on a 3 heures de temps consacrées pour partie à rechercher de l'information et pour partie à travailler à des livrables qui ne voient jamais le jour. L'aspect 1, l'aspect 2, la réunion de cotation, le test, 4 activités qui finalement ne sont pas conclues en 3 heures de temps, faute d'information ou parce que l'information n'a pas été partagée. Le cas le plus emblématique, c'est le test sur le prototype. On voit que le test est négatif et en fait, il va être jeté aux orties le lendemain parce qu'il a été mené en dépit des règles et des protocoles qui ont été définis par d'autres personnes à l'autre bout de l'organisation. Comme quoi, les bonnes données dans les bonnes mains au bon moment, c'est une garantie de qualité et puis de productivité. Alors, comment faire? La première étape, on l'a dit, c'est architecturer le système d'information dans sa globalité, avec peut-être deux points clés, le participatif et puis le fait d'interroger les utilisateurs. Il n'y a pas de petites tâches, il n'y a pas de fonction inutile. L'idée, c'est de cartographier l'existant en allant
deep diver sur la manière de faire des gens, le temps qu'ils y passent, les problèmes qu'ils rencontrent quand ils utilisent tel ou tel outil. Une fois la cartographie établie, il s'agit de designer la cible. Et pour ça, on a listé quelques règles d'or pour vous. La première, je viens de l'évoquer, c'est de partir de l'existant. Il ne s'agit pas évidemment de faire table rase du passé et d'imaginer racheter la totalité de nos solutions informatiques pour un monde meilleur et idéal. Il faut partir de ce qu'on a déjà et l'optimiser. La deuxième règle d'or, c'est de supprimer le superflu, renoncer aux belles constructions intellectuelles qui nous font, par exemple, c'est ce que j'ai voulu illustrer là, empiler des strates d'objets informatiques dans une construction WBS projet parce que c'est satisfaisant intellectuellement, mais au contraire, éradiquer toutes les données qui finalement n'ont pas d'intérêt opérationnel, pas d'intérêt pour les métiers qui contribuent à développer le produit. La troisième règle, c'est de bien penser aux passerelles et à limiter les ressaisies manuelles, puisque d'expérience, on a souvent un foisonnement de fichiers Excel dans lequel on vient recopier de la donnée, éventuellement en la corrompant un petit peu au passage. Il y a aussi des cas où on se rend compte que les solutions en place sont porteuses de fonctionnalités qui satisferaient tout le monde, sauf qu'elles sont méconnues. Et donc, on les duplique dans des outils un petit peu moins performants. La troisième règle d'or, pour une donnée, j'ai un propriétaire, un acteur, j'ai un outil, j'ai un standard qui décrit comment je manipule la donnée. Là, pour le coup, c'est une des règles tirées de l'expérience agile dans le monde du software. Créer des passerelles, j'y reviens juste. On va illustrer plus tard en quoi consiste le choix des solutions, des best in class. Créer des passerelles, ça nécessite aussi de bien comprendre le flux des données et donc de challenger la vision très statique que je vous présente là avec une vision plus dynamique en étudiant notamment les fréquences de mise à jour. À quelle fréquence je manipule la donnée, combien de temps j'y passe. Et puis la dernière règle, c'est de toujours revenir au user en lui demandant et en observant combien de temps il passe à telle ou telle tâche dans l'outil et puis quels sont ses irritants. Voilà. Donc ça, c'est un travail de fond qui ouvre sur une architecture de données ou d'outils qui va s'agir d'implémenter. Et ça, en termes de technique de transformation, c'est ce qui va prendre probablement plus de temps, au-delà de l'atelier participatif que je viens de décrire. Alors, dans le cas où il y a besoin de compléter la boîte à outils, il y a une question qui se pose souvent, c'est quel type de solution je dois acquérir ou développer. Là, vous avez une proposition de matrice d'aide au choix, fonction de deux critères qui sont clés. Le premier, c'est la criticité du besoin utilisateur vis-à-vis du business. Un exemple, c'est quand je suis la SNCF et que je dois rénover mon outil d'ordonnancement des flux de train dans les gares. Je suis sur un besoin hyper critique parce qu'il y a la sécurité des usagers qui est en cause et parce que c'est mon core business. Le deuxième critère, c'est la réplicabilité du besoin en interne et puis aussi à l'échelle de plusieurs entreprises. Plus mon besoin est réplicable, plus je vais avoir tendance à choisir sur étagère. Voilà. Ça, c'est j'ai décrit là le flux d'architecturation des données, qui est le prérequis à la partie pilotage. Je reviens aux écueils d'une organisation qui dispose pas de bons outils ou d'outils non interopérés. Les boucles de pilotage qui ne sont pas centrées sur de la donnée, sur une mesure de performance quantifiée, qui font l'impasse sur certains acteurs qui sont éloignés du rituel, sont moins efficaces. Du coup, l'idée ici, c'est, comme suggéré en début de présentation, c'est d'outiller la couche de pilotage. Et pour ça, en fait, je reprends ici le schéma type d'un tableau de bord, de venir construire une couche, un layer, qui vient piocher dans les autres outils pour agencer un tableau de bord
composé de chacune des composantes qu'on a déjà listées. Les solutions qui se figurent en haut du schéma sont des solutions web display, en tout cas qui intègrent des modules web display qui sont à privilégier. Vous reconnaîtrez au passage deux des trois gagnants du confinement que j'ai cité tout à l'heure. Slack, Teams notamment, le deuxième et le troisième. Alors l'idée donc ici, c'est finalement de créer des fenêtres qui viennent dans l'interface utilisateur ouvrir sur des données issues d'autres outils. Par exemple, les coûts, si vous avez une solution SAP en place, les solutions web display vous permettent d'ouvrir la fenêtre des coûts dans un tableau de bord compatible d'un pilotage agile. La principale conclusion, c'est qu'il faut composer vos outils sur mesure à partir de solutions qui, pour le coup, sont plutôt des solutions sur étagère. Voilà, tout ça, ça indique au passage que quand on choisit ces solutions en phase d'architecturation, il faut prendre en compte pour le pilotage la capacité de ces solutions à fournir la fonction web display. Et donc, on voit que les trois leviers ne sont pas complètement dissociables. On vous propose là une synthèse de la séquence idéale des travaux sur les trois axes qu'on a décrits. Le processus, le digital, les boucles courtes. Le cadrage et la vision, ça va de soi, je vais passer à l'étape suivante. La première étape, c'est l'étape des ateliers participatifs sur l'axe processus de développement pour optimiser le processus aval, décrire le jalonnement amont, pour cartographier les données, optimiser les flux de données, faire des choix de solutions. Et puis, sur le volet boucle courte, designer certes, mais aussi attaquer tout de suite la mise en œuvre autour des boucles courtes. La deuxième phase, finalement, elle est difficile à décrire dans le détail, puisqu'on l'a vu, c'est les boucles courtes qui vont nous permettre de deep diver, de faire des choix sur la suite des travaux, du point de vue de la structure de pilotage, du point de vue des standards métiers. En parallèle de quoi, on va travailler sur l'implémentation d'architecture de données, et puis sur le volet processus, standardiser de manière un peu plus fine ce qu'on aura drafté dans la première phase, et puis coacher. Les facteurs clés de succès, en résumé. Je ne sais pas si tu es très sensible, mais il faut le redire ici, les techniques qu'on a évoquées, donc atelier participatif, structuration, codification, standardisation, coaching, résolution de problèmes, toutes ces techniques ne fonctionnent que si on a une lecture systémique de l'organisation. Et donc, on pense qu'un des facteurs clés de succès, c'est cette approche systémique qui intègre la dimension comportementale. On a évoqué à 2 reprises le mindset et la culture. D'expérience, c'est clé pour la réussite de votre projet de transformation. Le deuxième facteur clé de succès, c'est que le pilotage de votre transformation soit exemplaire et donc, entre autres, agile. Il faut que l'équipe qu'on va retenir pour mettre en musique l'approche qu'on vous décrit, elle soit aussi agile, voire plus que les personnes qu'elle coach. Le troisième facteur clé de succès, c'est l'ouverture du top management à des éventuels ajustements dans son organisation, son sponsorship aussi, qui doit être fort parce que, on l'a dit tout à l'heure, mais dans les interactions entre des grandes fonctions, produit marketing d'un côté, technique de l'autre, il ne faut pas qu'il y ait de discontinuité. Et donc, il faut un sponsorship marqué du dirigeant. Le quatrième facteur clé de succès, il porte sur le choix non seulement des projets pilotes, mais aussi des chefs de projet qui doivent être habitués à gérer une complexité maximale. Quand on est chef de projet focalisé sur son projet et qu'en plus on doit accueillir un responsable du changement ou amélioration continue pour travailler sur des boucles courtes, il faut quand même une capacité d'absorption importante sur cet axe-là. Et le dernier axe de
le dernier point d'attention, finalement, c'est la capacité d'organisation dans sa globalité à intégrer la DSI dans ses démarches de standardisation pour faire de l'IT un vecteur de performance et d'apprentissage et pas seulement une prestation interne de gestion de software. Voilà, donc c'est un point qui nous semble clé. C'est l'intégration de la DSI en tant qu'acteur du processus core business de l'entreprise. Voilà. J'en ai fini avec la présentation. Il nous reste 4 minutes. Est-ce que, Frédéric, il y a des questions qui se sont rajoutées? Alors, je crois qu'il y a une nouvelle question qui s'adresse, je pense, quelque part à Ronan. N'hésitez pas tous à répondre, cela dit. C'est sur la place que prend le rôle d'animation du process d'un leader par rapport justement à une activité plus classique d'être en mode réaction. Est-ce que c'est 10% de son énergie, 50 voilà. Je ne sais pas si, Ronan, Oui. tu as de l'expérience en mode agile sur voilà, Moi, je peux vous donner, comment se répartit le temps du leader, quoi. je peux vous donner des exemples sur 3 cas, 2 dans le luxe et 1 dans l'agroalimentaire. Sur ces 3 cas, c'était 1/3 du temps du leader du processus. Pour vous donner des ordres de grandeur, une vingtaine de personnes qui sont dans le processus, donc des métiers aussi en chef de projet, en transverse, et 1/3 du rôle du leader, c'était ça. Dans le cas de boîtes software, un bon product manager doit passer entre 10% et 1/3 de son temps uniquement à gérer le process, l'amélioration des standards, comment est-ce qu'on fait le daily meeting, etc. etc. Et j'en profite pour dire aussi quelque chose qui est absolument naturel dans les boîtes digitales, mais qui n'est pas du tout dans le manufacturing. Mais nous, on pense que c'est en train d'arriver. C'est qu'on met dans ce rôle d'amélioration, le fait de reprendre le contrôle de son IT. La dernière boîte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire très factuellement, très concrètement? Ça veut dire qu'en fait, dans une boîte comme Amazon, dans une boîte comme Google, c'est totalement normal que le manager soit responsable de ses datas, qu'il les regarde tout le temps, qu'il regarde si elles sont de bonne qualité, qu'il regarde si elles sont au bon endroit, qu'il regarde s'il en manque, que aussi en termes d'outillage, on dise bah tiens, en termes de project management, moi je pense qu'il faut passer sur ça, on va essayer, on va faire un test et je vais aller voir l'IT et je vais lui dire que je vais faire le test. Et en fait, cette reprise du contrôle de ces outils de travail finalement, c'est aussi le rôle du manager. Et les outils de travail, c'est simple, hein, c'est 2 choses. C'est les outils au sens logiciel du terme et c'est la data. Et du coup, de la même façon qu'un manager de production qui gérerait pas son processus qualité, on le regarderait avec des grands yeux en disant mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Nous, on est absolument convaincus que le futur leader du processus de développement, dans 10 ans, s'il ne gère pas ses données et ses outils, on le regardera avec des grands yeux en disant mais en fait, tu ne maîtrises pas ton système. Donc voilà. Parfait. Juste un élément peut-être en complément de la question sur un peu la répartition du temps du leader. Je voulais reprendre l'idée de Ronan tout à l'heure qui parlait d'expertise. Je pense que c'est super important parce toute l'industrie a vu arriver des chefs de projet quand même qui étaient beaucoup dans l'organisation, mais des fois assez peu experts. Ça peut conduire à des travers assez forts hein, quand on a des processus de développement assez complexes où, bien entendu, le produit et la technique sont complètement centrales. Il est très important que l'animation du leader soit faite vraiment sur un angle technique. Et nous, on a vu, par exemple, beaucoup de passages de jalons où finalement, c'est tick in the box, c'est fait, pas fait. Alors que la question, c'est pas de savoir si c'est fait, pas fait. Pour être capable d'anticiper, c'est être capable de rentrer dans le contenu et de bien comprendre les écarts au standard, leur impact, les plans de mitigation. Et s'il n'y a pas une vraie expertise en termes d'animation, bah, on se retrouve très, très vite dans simplement de la gestion d'un process. Et si on est simplement dans la gestion d'un process, bah, ça ne fonctionne pas. Ou en tout cas, ça fonctionne beaucoup moins bien. Ouais, je vais répondre rapidement à une dernière question. La parallélisation de la construction du processus et de l'approche digitale ne peut-elle pas présenter un risque? Est-ce qu'il ne faut pas les séquencer? Si. En réalité, la séquence macro que j'ai présentée ici, elle devrait être affinée. Il est évident qu'on doit connaître
à minima les grands principes de structuration du processus de développement avant d'engager la cartographie des flux d'infos, mais ça peut se jouer à quelques jours. Hein. C'est-à-dire que vous voyez le délai indicatif de 6 semaines sur la totalité de cette phase. C'est effectivement une séquence qui est optimale, mais ça se joue en quasi simultané à l'échelle de la phase. Il est 11h01, je propose d'arrêter là. Je voulais juste vous rappeler que mercredi prochain, donc, le prochain webinaire sera consacré à une vue un peu consolidée de tout ce qui attend finalement le dirigeant quand il doit finalement structurer le rebond de son site industriel. Parmi les thématiques qu'on évoquera, on reviendra sur certains des sujets des précédents webinaires. Et puis, je l'ai dit, on fera un petit zoom sur la partie proprement stratégique de cette approche. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie au passage Bruno, Frédéric et puis Ronan pour leur aide sur ce webinaire. Et je vous souhaite bonne continuation. Au revoir. Merci et bonne journée. Merci. Merci à tous, bonne journée.